Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pipe c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Allez, on s'installe confortablement dans un fauteuil, on prend sa bouffarde favorite et un bon tabac. C'est parti pour l'épisode 3 de La Pipe c'est mieux. Alors cet épisode est le premier d'une série de 4 qui vont porter sur un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est-à-dire les écoles de style en matière de pipe. Pour être honnête, j'ai une petite confession à vous faire, j'apprécie quand même le fumage, mais c'est avant tout l'objet en lui-même qui me fascine. Les amateurs de pipe s'en rendent compte assez vite en se promenant sur internet et dans les magasins de pipe. Alors, bien qu'on trouve des modèles très originaux, voire limite fantasques, il faut bien admettre que les pipes se ressemblent. Donc c'est une remarque que de nombreux clients du magasin ou des clients internet m'ont faite, c'est qu'ils n'arrivent pas à choisir parce que finalement certaines pipes sont trop proches les unes des autres. Mais finalement, quand on les regarde de plus près, est-ce qu'elles se ressemblent tant que ça ? Est-ce qu'on peut pas essayer de définir des critères ? Alors bien sûr, il existe les tableaux de classification des formes, par exemple qui vont définir la silhouette d'une pipe Lovat, d'une pipe pot, d'une canadienne, d'une calabash, mais ce qui m'intéresse c'est plutôt les écoles de style en général, pas uniquement la forme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble indispensable de préciser une chose. Les écoles de style ne sont pas des univers qui évoluent en parallèle sans se rencontrer, bien au contraire. Il est assez fréquent que des artisans français ou d'autres origines aillent étudier pendant parfois des années auprès d'autres artisans, puis reviennent dans leur pays d'origine pour pratiquer leur art. Donc il y a en fait une très grande porosité entre ces différents univers, et qui vont s'influencer tour à tour en fonction des époques et des modes. Alors, je vais prendre quelques risques en essayant de tracer des frontières, mais finalement, quand on fait la chronologie de l'histoire de la pipe, eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment des étapes qui se dessinent, avec des tendances qui sont vraiment très nettes en fonction des territoires. Cette série sur les styles de pipe va être partagée en 4 épisodes. Tout d'abord, je vais me pencher sur l'école française et l'école anglaise, qui sont vraiment très intimement liées. Une fois les bases posées, on se penchera ensemble sur l'école italienne, dans l'épisode 2. L'épisode 3, quant à lui, portera sur l'école danoise. Et ensuite, un épisode de conclusion qui regroupera différentes écoles plus récentes, je pense notamment au Japon, à la Russie et aux États-Unis. Alors si je commence par la France, c'est pas par chauvinisme au jurassien, je vous rassure, c'est simplement parce que c'est là que tout a commencé. Je vous invite à écouter ou à réécouter les 2 premiers épisodes du podcast qui portent sur Saint-Claude, capitale de la pipe, ainsi que la Bruyère. Donc ça vous aidera à avoir une meilleure idée du contexte. Revenons à la fin du 19e siècle à Saint-Claude. Alors nous sommes au lendemain de la découverte de la Bruyère, qui a vraiment déferlé sur l'industrie de la tournerie. Autrefois, c'était des petits ateliers à la production et aux effectifs très limités qui sont métamorphosés en usines de grande dimension, dont on peut croiser certains bâtiments dans les rues de Saint-Claude encore aujourd'hui, notamment Chapuis-Commois, Chacom, Janter et Butte-Choquin. Alors à cette époque, comme le chapeau que l'on arborait dès que l'on sortait de son domicile, eh bien la pipe fait partie de la tenue de l'homme du début du XXe siècle. La pipe, c'est l'accessoire du français moyen, et elle doit être abordable. Donc pour faire face à une demande qui est absolument colossale, il faut donc produire en très grande quantité. Pour situer un petit peu la quantité dont il s'agit, je rappelle que vers les années 1907, on produisait 28 millions de pipes par an à Saint-Claude, ce qui correspond à la moitié de la production mondiale. Donc on est dans un ordre de grandeur qui est absolument faramineux. Pour atteindre des niveaux de production pareils, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Pour être très clair, la pipe française est avant tout industrielle. Alors, certes, j'ai beau dire que la pipe est industrielle, néanmoins, il y a toujours une bonne partie des étapes de la fabrication qui se font entièrement à la main. Je pense notamment à l'ajustement, au montage et à la finition. Néanmoins, il fallait trouver des solutions pour faciliter les autres étapes
et permettre de produire en grand volume. Ce qui permet notamment de réaliser de nombreuses étapes facilement, c'est le tour à bois du tourneur. Alors rappelez-vous, avant que la pipe n'arrive, Saint-Claude était vraiment un haut lieu de la tournerie. On y fabriquait vraiment une très grande multitude d'objets en bois. Donc le savoir-faire et le matériel étaient déjà présents. Si le tour à bois n'a l'air d'être simplement qu'un outil au service de l'artisan, eh bien, c'est lui qui va définir les bases des formes des pipes. Alors, à cause des limitations technologiques, il était plus facile de produire une pipe avec une tige droite et un foyer perpendiculaire plutôt qu'une pipe courbe. C'est pourquoi on retrouve une profusion de pipes néogènes, des billards, des potes, bulldog ou dublin. Donc vraiment des classiques. Alors bien sûr, on a rapidement des formes courbes qui vont apparaître, et donc ça c'est principalement lié à l'amélioration de la qualité des outils et au perfectionnement des tours à bois. Outre la simplicité des lignes des pipes, il est aussi important de constater la symétrie des silhouettes. Alors si vous prenez une pipe de Saint-Claude depuis le haut, vous tracez une ligne qui va de l'extrémité du tuyau à l'extrémité de la tête, alors ça va être une évidence, eh bien les deux côtés sont parfaitement symétriques. Finalement, c'est très logique quand on pense au fonctionnement d'un tour à bois. On façonne la tige en premier, on la perce, on repositionne les bochons à 90 degrés, et on façonne et on perce le foyer. Du fait du fonctionnement du tour à bois, eh bien, ça ne permet pas d'avoir des formes trop originales. Certains vont me demander pourquoi avoir rassemblé la France et l'Angleterre, alors que si on pose une Chacom, une Denil ou une Ratrez côte à côte, eh bien on va les reconnaître au premier coup d'œil. Si tous les fabricants ont graduellement développé une identité propre, eh bien la pipe de Saint-Claude et les pipes anglaises partagent une origine commune. On va revenir un petit peu en arrière dans le temps. En 1879, Henri Comois, donc de la maison de pipe Comois, émigre à Londres avec quelques ouvriers de son usine saint-claudienne et fonde la première fabrique de pipes en Angleterre. Un autre point qui rapproche les pipes françaises et anglaises, c'est une certaine indifférence quant à la veine du bois. À l'époque, les finitions ne visent pas à mettre en valeur la veine du bois, au moins au début. Bien qu'étant largement négligé, l'aspect esthétique n'est pas forcément mis au rebut. Les pipes industrielles proposent un équilibre subtil et une grande sobriété dans leurs lignes, mais les proportions entre la longueur du tuyau et celle de la tige sont quand même habilement conservées. De même que les proportions entre la hauteur du foyer et la longueur de la pipe. Donc, on conserve une certaine harmonie. Les pipes de Saint-Claude sont simples, mais je dirais qu'elles sont simples dans le sens noble du terme. Elles sont efficaces, elles sont élégantes, elles sont épurées. Si on se penche sur l'aspect artistique, on peut dire qu'elles sont classiques. Elles sont classiques aussi parce que ce sont elles qui ont posé les jalons de ce qui est une pipe en bruyère. Si les formes de pipe sont communes entre la France et l'Angleterre, les Anglais vont innover très vite. Et dès 1910, Denil va proposer des pipes qui sont sans vernis, contrairement aux pipiers français. Le bois va être poli, il va être teint en profondeur, puis poli de nouveau. Ce procédé vraiment très habile va permettre de contraster les veines de la bruyère et mettre en avant le grain. En 1917, Denil va innover de nouveau et réinvente complètement le sablage en proposant la finition shell, qui va révéler les parties dures du bois et, d'une façon différente, sublimer à nouveau la veine de la bruyère. C'est aussi à cette époque que Denil va s'orienter définitivement sur le créneau du luxe. La montée en gamme se poursuit avec l'arrivée de la finition Rootbriar en 1931, donc une finition bien connue, une finition cirée, au toucher soyeux, légèrement brun clair, qui va vraiment mettre en avant la veine du bois. Les pipes françaises et anglaises continueront d'innover tout en conservant ce classicisme qui les caractérise tant. En parcourant les livres et internet pour la réalisation de cet épisode, j'ai trouvé une citation qui correspond plutôt bien à la relation très spéciale entre l'école française et l'école anglaise. L'ancêtre de la pipe, c'est l'école française. Globalement, les Anglais ont tout pris et ont simplement ajouté le marketing. Cette remarque est certainement un petit peu moqueuse, néanmoins je trouve qu'elle a un fond de vérité dans le sens où c'est ce marketing
qui a permis aux fabricants anglais de vraiment arborer une image de luxe, là où la pipe française était plus typée industrielle. Si Saint-Claude a été le berceau des précurseurs, malheureusement, au long du XXe siècle, la production n'a fait que diminuer. On partait de 28 millions de pipes au début des années 1900. On a atteint le seuil des 4 millions et demi de pipes en 1925, et aujourd'hui, on ne fabrique plus que 60 000 pipes à Saint-Claude. Alors, avec l'évolution du marché de la pipe, eh bien, la production à Saint-Claude a bien changé. Et aujourd'hui, les modèles faits main ou semi-faits main font complètement partie du paysage local. Pour conclure, on peut retenir principalement que ce sont les outils utilisés pour façonner les pipes qui ont grandement contribué à établir les formes les plus classiques. La pipe française et anglaise ne vont pas rester dans leur petite bulle, elles seront chacune largement influencées par les écoles suivantes, je pense notamment à l'école danoise et à l'école italienne. On trouvera donc, chez les industriels comme chez les artisans, de plus en plus d'adeptes du freehand, donc c'est-à-dire la pipe entièrement fait main. Voilà, c'était le premier épisode de La Pipe c'est mieux qui porte sur les différentes écoles de pipe. J'espère que vous avez appris quelques petites choses à travers cet épisode. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode qui porte sur la pipe italienne. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, ou pourquoi pas votre club de fumeurs de pipe. Allez, à très bientôt, et merci!